Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On est content de vous retrouver cette semaine. On espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, je vous avoue que la semaine dernière, c'était un peu... C'est la guerre. Ouais, j'allais dire, on a mis les peintures de guerre, on a mis le bandana, nos meilleurs... comment tu dis On a relu Sun Tzu, nos, l'art de me- la guerre. nos meilleures grenades dans les poches. Bien évidemment, on parle d'Enedis. Hein. En fait, je sais pas... comment dire. Genre, jusqu'à présent, j'étais désespérée de cette histoire. Genre, en vrai, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an et demi qu'on est avec eux, qu'on Ouais, n'est 1 an et demi qu'on a pas... gagné 10. qu'on n'a pas le courant, etc. Pour vous dire, la mise en tension devait être faite en septembre 2024. Voilà, on est quasiment 1 an après et rien ne bouge. Et là, en fait, cette semaine, on a compris qu'en fait, on est retombé sur un cow-boy. Et je crois que ça nous met encore plus en colère, en fait, que ce soit sur des choses pas factuelles. Du coup, on voulait un petit peu vous en parler parce que ce qui nous arrive, je pense que ça peut arriver à à plein de monde, en fait. Hein. N'importe qui. En fait, on a encore un facteur chance qui est négatif, vraiment. Il y a eu quelques-uns dans la dernière année, mais bon, c'est bien en Ouais. mode. Encore une fois, ça nous fait des choses à raconter dans le podcast parce que si chaque semaine on vous disait, mais en fait, tout est beau dans le meilleur des mondes et les On s'arrête là, bisounours, quoi. ils nous envoient ils nous envoient des câlins, tu vois, bah, forcément, ça serait sans doute moins intéressant. Donc, Non, la semaine a commencé, c'est que, en fait, comme toutes les semaines, on relance notre chargé de, on peut ça, maître d'œuvre, je notre pense, maître d'œuvre, tout à fait. qui est architecte, etc., qui s'occupe de faire la liaison entre les gens du chantier et Enedis. Et en fait, c'est vrai que elle répond pas depuis genre quoi, 10 jours, un truc comme ça. Donc quand c'est comme ça, on sait que c'est mauvais signe. Et on attendait, et du coup, ce que Julien fait, c'est que tous les jours, il appelle Enedis. En fait, on a une chargée de projet qui nous répond pas depuis février. Et là, au miracle, tu l'appelles quoi, mardi? Je l'appelle jeudi matin Ah, jeudi? et jeudi, une demi-heure après, elle me rappelle. Incroyable. Bah, je te laisse raconter, du coup, parce que Ouais, c'est toi qui vas-y, qui l'as c'est eu. bon. Et en fait, du coup, elle me rappelle jeudi matin et en fait, là, au téléphone, elle me dit: «Bon, je vous rappelle par rapport à votre installation, on va devoir faire passer un huissier sur le chantier». Genre moi je tombe de nu, je me dis: «Attendez, un huissier sur le chantier?» et je comprends après, je vous le donne déjà maintenant parce que comme ça vous le saurez pour la fin. En fait, l'objet de son appel, c'était juste essayer de me négocier mon accord pour que eux fassent passer à leurs frais un huissier sur le chantier. Vous comprendrez après, quelle est leur idée, là derrière et quelle est leur mauvaise foi manifeste. Et en fait, du coup, elle me parle du chantier. On fait quand même un long point, on fait un point d'une vingtaine de minutes. Forcément, elle me reparle, d'un mail, assez, désagréable que j'ai envoyé la semaine d'avant. Mais en fait, c'est parce que je pense que n'importe qui, quand ça fait 1 an qu'ils ont des appartements qui sont finis et qui perdent du coup, 1 000 € par semaine de loyer depuis 1 an, à cause de Enedis qui ne met pas en service les logements, les compteurs, forcément au bout d'un moment vous êtes un petit peu énervé. Donc forcément je vais au téléphone, comme d'habitude, on vous le dit toujours sur le podcast, quand j'ai la personne au téléphone, je suis calme, hein, ça me sert à rien que je sois trop énervé ou trop agressif, ça ferait pas avancer les choses. Donc je suis totalement, on va dire, cordial avec elle au téléphone. On fait un long point d'une vingtaine de minutes et là elle me sort qu'en fait ils y sont retournés lundi, ils sont également retournés mardi. Alors je comprends pas pourquoi ils sont allés 2 jours de suite. En fait, vous allez comprendre que il y a plein de non-dits et de choses qui D'incohérence, ouais. sont très incohérentes du côté d'Enedis. Et en fait, grosso modo, de ce que je comprends, ils sont passés lundi et mardi sur le chantier pour refaire un point sur tout. Donc en gros toute la conformité de notre installation, et qu'en fait elle me dit que c'est la partie génie civil qui n'est pas bonne et que donc c'est pour ça qu'ils ne raccordent pas. Sachant que la partie génie civil, qu'est-ce que Enedis entend par là? C'est simplement en fait l'état de notre installation électrique entre la partie raccordement Enedis et les compteurs, parce qu'en fait là où nous on les a coincés et là en fait où on se bagarre parce qu'en fait on ne comprend pas pourquoi on est toujours pas raccordé, c'est qu'en fait on a les consuels de nos appartements. Donc n'importe qui est électricien aussi connaît un petit peu, c'est que grosso modo, la chose la plus importante que vous avez besoin pour faire raccorder un nouveau compteur, c'est d'avoir le consuel, c'est-à-dire le document qui justifie que votre installation électrique intérieure est aux normes. Donc nos installations électriques intérieures sont aux normes et Enedis ne peut pas nous dire le contraire. Là où en fait ils essayent de batailler, c'est de grosso modo dire que même si nos installations électriques intérieures sont bonnes, les installations qui vont grosso modo de la rue jusqu'aux compteurs qui sont eux dans les appartements ne sont pas bonnes. Elle me donne des exemples, elle me dit oui, il n'y a pas de trappe d'accès dans les combles, du coup nous on peut pas accéder. On a et c'est marrant hein, parce que là c'est encore pour vous montrer la mauvaise foi et les incohérences. Elle me dit il n'y a pas de trappe d'accès, mais on a quand même pu y accéder. Incroyable. C'est pas par Incroyable. quel Donc trou en ils sont fait, passés, du coup. Ouais. visiblement ces gens-là passent à travers les murs. Elle me dit oui, du coup le problème numéro 1 c'est qu'il n'y a pas de trappe d'accès et en plus les gaines elles sont posées, elles sont pas fixées. Sachant qu'après pour heureusement connaître
des gens qui s'y connaissent un petit peu, beaucoup m'ont confirmé qu'en fait, c'est pas toujours fixé. Alors oui, dans la norme NFC 1400, normalement, vos gains sont censés être fixes tous les mètres, mais il y a des cas où c'est pas le cas et en fait, c'est pas gênant et normalement, c'est pas vraiment quelque chose qui est censé être bloquant pour Enedis. Donc en fait, elle me sort tout un tas de non-conformités qui visiblement sont bloquantes et en plus, elle m'annonce qu'ils vont devoir revoir la solution technique et qu'ils veulent qu'on fasse une deuxième colonne. Et là, c'est la douche froide. Et là, c'est la douche froide. Et en fait, sur le moment, forcément, je suis un peu pris de court. J'ai pas trop de recul sur ce qu'elle me dit. Forcément, après, dans les 2 jours qui suivent, je vais avoir le temps de bien y réfléchir. Là, on est 48 heures après, à peu près. Donc, j'ai eu le temps de bien dégrossir tout ce qu'elle m'a dit au téléphone à ce moment-là. Et en fait, tout simplement, pour vous donner la finalité, la chute de cette conversation téléphonique qui a duré près de 25 minutes, en fait, elle m'appelait pour me faire peur, pour me faire croire que en gros notre installation il y a rien qui va et que du coup ça justifie qu'en fait ils ne puissent pas mettre en service et qu'en gros c'est la faute de notre maître d'œuvre qui ne respecte pas les normes et qui n'a rien fait de bien depuis le début. Sauf que là maintenant il est temps de vous refaire un petit point sur toute la story time d'Enedis, c'est-à-dire que ça fait quand même 1 an et demi maintenant qu'on est avec eux, plus d'1 an que la solution technique a été validée, du coup plus d'1 an que la chargée de projet, qui bien évidemment en amont de la solution technique s'était déjà rendue plusieurs fois sur le chantier depuis le mois d'avril 2024. Vous doutez bien que depuis le temps que ce chantier dure, ce qu'elle m'annonce là au téléphone, en fait, c'est pas possible qu'ils s'en rendent compte que maintenant. Et c'est là où vraiment on insiste sur la mauvaise foi de notre chargé de projet et de son responsable, dont vous comprendrez l'action juste après, qui interviennent en fait sur notre chantier et qui viennent nous inventer des non-conformités que c'est de leur responsabilité d'avoir vérifié ça au début en fait. Parce que si vous voulez, en soi c'est pas très grave, fixer les gaines tous les mètres, ok, bon voilà, l'électricien il va dans les combles, il met les fixations aux normes PVC qu'il demande et basta. La trappe de service, en fait, si vous voulez, on a mis, je sais pas, il y a peut-être 50 000 € de travaux sur l'installation, ils nous auraient demandé une trappe de service depuis le début, bien sûr qu'elle aurait été mise. Enfin bref, vous voyez, c'est que des choses où on ne comprend pas que plus d'1 an après la fin du chantier et 1 an et demi quasiment après le début de notre projet avec Enedis, ils viennent nous reprocher des choses qu'en fait, si c'était vraiment bloquant, ils auraient dû tout simplement nous le dire depuis, en fait, c'est depuis le mois de septembre l'an dernier, quoi. C'est ça. Donc, je te laisse parler juste après. Je termine juste ça là-dessus pour que vraiment leur donner le max d'informations. Donc là, honnêtement, forcément, on a commencé à câbler. On vous en avait parlé, je crois, dans l'épisode de la semaine dernière. On a commencé à voir le service contentieux Enedis qui, honnêtement, j'irais pas jusqu'à dire qu'ils sont de notre côté, ce serait faux parce qu'en réalité, c'est un service contentieux d'une boîte. Donc, naturellement, ils vont plutôt être du côté de leurs salariés que du côté du client. Néanmoins, le service contentieux lui-même tique quand même sur notre sujet et ne comprend pas pourquoi c'est aussi compliqué. Il voit bien que c'est un problème de communication. Et le problème, c'est que quand vous êtes avec une entreprise qui est très normée sur ses installations et qui ne communique pas avec vous, en fait, on peut pas deviner ce que veut Enedis sur notre chantier. Donc, pour vous tenir un peu informé des avancées qu'on a fait cette semaine et de vous montrer à quel point on avance et après on vous fera un peu la conclusion de tout ça. Parce que sinon, je pense qu'on pourra en parler 1 heure. Je vais essayer d'accélérer sur le sujet Enedis. Mais en fait, là, cette semaine, honnêtement, on est passé de un peu le désespoir de on n'arrivera jamais à la raccorder à très bien, maintenant c'est vraiment la guerre avec notre chargé de projet et son responsable qui s'est rangé derrière elle, où le vendredi matin il m'envoie un nouveau mail pour m'expliquer qu'en fait si notre chantier n'est pas raccordé, c'est parce qu'ils ont détecté des non-conformités depuis la fin d'année dernière, ce qui est totalement faux parce qu'encore une fois on n'a aucun écrit de leur part là-dessus et en gros il me donne quelques exemples des non-conformités. Donc moi qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai demandé de me fournir un rapport détaillé sur les non-conformités avec des exemples et des photos à l'appui. Ce qu'il était censé faire. Ce qu'il était censé faire, ce qu'elle m'avait annoncé au téléphone quand je l'ai eu. Finalement, on a eu un vieux mail en mode « Nunu, c'est votre faute ». Ouais, exactement. Bon week-end. Exactement. Et que en plus, il avait le culot de me dire, en gros, on était déjà le 4 juillet, et il avait le culot de me dire que grosso modo, j'avais fixé comme deadline le 4 juillet pour mettre en service et que du coup, ils ne pourront pas faire la mise en service. Et là, du coup, on est passé, ça nous a pris énormément de temps. Je vous cache pas qu'en fait, des fois, c'est un peu frustrant pour nous parce qu'en fait, on essaie d'avancer sur des projets qui sont cool. On a plein de choses qui arrivent pour le podcast, pour notre création de contenu, etc. Et en fait, cette semaine, depuis jeudi, on n'avance plus sur rien parce qu'en gros, là, c'est simple, on a appelé dans toutes les directions, toutes les personnes qu'on connaissait qui peuvent nous aider sur ce sujet-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait passé un sujet sur Instagram, donc on essaie d'avoir déjà parfois juste des gens qui peuvent nous renseigner ou qui ont déjà eu affaire à Enedis ou qui ont déjà eu des cas similaires, donc des électriciens, des maîtres d'œuvre qui ont déjà de l'expérience là-dedans, simplement pour que j'arrive à savoir ce qui compte vraiment pour Enedis et là où en gros ils me bananent, tout simplement. Et en même temps, on a appelé tout notre réseau parce qu'on se dit, si ça tombe, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un de haut placé chez Enedis. Moi, heureusement, je garde
gardé des bonnes relations avec nos anciens clients que j'avais quand j'étais banquier d'affaires, donc certains qui étaient directeurs Europe dans des grands groupes cotés, donc ont des réseaux qui vont jusque des gens dans des ministères, pour vous dire. Donc je me dis, il y a bien un moment donné où quelqu'un doit connaître un haut placé chez Enedis qui est capable de taper du poing sur la table. On lâche pas le service contentieux. Tous les jours, on appelle le service contentieux pour essayer de faire avancer ça. On a pris contact avec une avocate, on a pris contact avec une huissier de justice pour nous-mêmes faire constater que sur le chantier, en fait, nos installations sont aux normes et qu'en fait, on a un chantier qui est prêt depuis plus d'1 an. On va également faire constater par huissier le fait que maintenant, on a des moisissures dans les appartements du fait du non-raccordement électrique parce que nos VMC ne tournent pas. Donc, en gros, on coupe sur le pied d'Enedis qui voulait eux-mêmes faire intervenir un huissier. Pourquoi ils voulaient faire venir un huissier? C'est que l'huissier, en fait, il raconte ce que vous lui dites de raconter. Hein. Pas se mentir, quand vous faites venir un huissier de justice, en fait, il vient faire un constat sur ce que vous lui demandez de raconter. Du coup, Enedis a besoin de notre accord parce qu'un huissier n'interviendra pas sur notre propriété sans notre accord pour venir faire constater qu'en fait, soi-disant, c'est de notre faute si on en est là. Et nous, on va faire exactement l'inverse et on va les empêcher de faire la même chose pour encore une fois les coincer. En même temps, on a fait appel à 2 nouveaux électriciens sur place qui visiblement connaissent Enedis au local. On va essayer de voir comment on peut avancer là-dessus. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est que mercredi prochain, on est sur place et on va essayer de faire un rendez-vous avec Enedis. Alors moi, on m'a promis qu'il serait là à 11h mercredi. J'ai des fois des doutes de savoir est-ce qu'ils tiendront l'engagement. Je suis pas quelqu'un de courageux, je pense. Oui, ils sont pas courageux en plus, donc ça c'est le problème. Mais grosso modo, maintenant notre maître d'œuvre, on va la mettre de côté dans cette opération. Et on vous reparlera, je pense, dans quelques semaines du cas de la maître d'œuvre et de l'entreprise de maîtrise d'ouvrage qui est intervenue sur le chantier, parce qu'ils ont aussi leur tort dans cette histoire. Et quoi qu'il arrive, cette semaine, on termine avec Enedis. Soit on fait des modifications si elles sont vraiment nécessaires, ou alors on raccorde une bonne fois pour toute notre installation. En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'ils étaient censés mardi dernier faire la mise en tension. Et là, bizarrement, au moment où, soi-disant, le mec était censé appuyer sur le bouton pour que l'électricité soit mise dans les compteurs, le gars s'est rendu compte que les gaines n'étaient pas attachées, que c'était impossible du coup de mettre l'électricité dans les compteurs. Donc en fait, là, on parle juste d'appuyer sur un bouton pour avoir les lecs. Et en fait, ils sont malhonnêtes parce que ils ont menacé notre maître d'œuvre de la dénoncer auprès de l'ordre. En plus, ils ont plusieurs chantiers avec elle dans le secteur et que du coup, ça serait quand même dommage de se fâcher. Et moi, je me dis, mais c'est quel genre de boug qui fait le cow-boy à penser qu'il va intimider tout le monde. Sauf que je pense qu'il sait pas trop sur qui il est tombé. Et là, franchement, ouais, ça nous met vraiment en colère de devoir encore gérer l'espèce d'ego de quelqu'un qui a pas apprécié en fait un mail un peu énervé et une demande de réclamation parce qu'en fait effectivement il se rend pas compte que ils font pas du bon travail en fait, c'est tout. Complètement, parce que surtout qu'en plus au début on était un peu désespérés parce qu'on pensait vraiment qu'ils étaient incapables et en fait on se rend compte qu'on n'est pas tombé sur des gens incapables, mais on est tombé sur des gens mesquins. Ouais. Et ça fait une grosse différence parce que quand vous êtes contre quelqu'un, c'est comme quand vous êtes face à quelqu'un de bête, en fait il est bête, vous pourrez pas le changer, mais en fait quand vous êtes contre quelqu'un qui c'est un voyou, et je pèse mes mots, mais genre en gros pour être prêt à faire volontairement perdre de l'argent à un client en se disant que t'es Enedis et que t'as la capacité de le faire parce qu'en gros personne peut rien contre toi, je suis désolé mais moi c'est des méthodes de voyous en fait. Donc en gros nous on n'est plus du tout dans le même état d'esprit, là on est en mode ok, il veut nous niquer, il pense vraiment qu'on va se laisser faire et en fait on va l'emmerder. Parce que moi je sais comment ça marche que dans les boîtes comme ça, parce qu'au Crédit Agricole nous on avait des process sur les réclamations clients etc. En fait c'est chiant, parce qu'en fait toute la journée on va te demander de remplir des rapports, tout le monde va t'appeler pour essayer de savoir exactement ce qui se passe sur l'histoire, tu vas devoir la réexpliquer 15 fois. Donc en fait on va mener le harcèlement jusqu'au bout. Donc là pareil, j'ai encore appelé un autre mec de chez Enedis que j'avais eu en début de projet, je lui ai raconté un peu ce qui nous arrivait, il m'a dit écoutez moi je peux pas avec un coup de baguette magique vous raccorder, mais écoutez je vais voir quand même ce que je peux faire parce que je suis d'accord avec vous que ça fait 1 an et que c'est pas normal. Et pour vous montrer encore à quel point ils sont malhonnêtes sur notre propre chantier, c'est que par exemple, comme ton mari, tu viens de reparler des gaines non fixées dont j'ai parlé également tout à l'heure, en fait leurs prestataires, faut savoir qu'Enedis passe par des prestataires pour faire passer les cuivres dans les gaines tout simplement, en fait le prestataire, il l'a vu. Donc en fait, si ça avait été un problème et que c'était particulièrement bloquant, il l'aurait dit, sachant que le prestataire, la première fois qu'il a attaqué les travaux sur notre chantier, c'était au mois de novembre dernier, et qu'il a terminé ce qu'il avait à faire au mois de mai. Donc en fait, soit ça veut dire qu'il le savait déjà depuis novembre ou depuis au plus tard au mois de mai, qu'il y avait visiblement des non-conformités qui les gênaient, soit c'est que visiblement c'est pas tant que ça un problème pour eux, et qu'en fait ils utilisent des cartes qu'ils trouvent un peu au hasard pour entre guillemets nous empêcher de nous raccorder quoi.
Donc là, vraiment, et le plus grave, je pense, dans cette histoire, c'est que, pour rien vous cacher, je comprends pas pourquoi on en est là. C'est-à-dire que la vérité, en fait, on n'est pas, moi, je m'en fous d'avoir un litige avec Enedis. En fait, genre, c'était pas absolument pas un de mes objectifs de vie de finir au contentieux chez Enedis. Donc, je ne comprends pas pourquoi on est là, dans le sens que, moi, en tant qu'entreprise, ou même, je sais pas, moi, quand je bossais au Crédit Agricole, j'essayais de pas finir au contentieux avec mes clients, en fait. C'est-à-dire que même des fois, quand voilà, tout le monde fait de la merde un jour sur un dossier, ça arrive, de pas être suffisamment compétent, de pas avoir tout envisagé. En fait, t'essaies de réparer les choses. T'essaies pas de les aggraver en disant, ok, vous avez voulu me faire chier, mais je vais essayer en gros de vous faire payer le fait que vous êtes plein, quoi. C'est vrai que je comprends pas. En fait, J'arrive pas à comprendre pourquoi on est là. oui, puis je comprends pas comment est-ce qu'il s'imagine finir le truc. Donc en plus, la chargée de projet se barre encore 3 semaines en vacances. Tous les mois, elle est en vacances, c'est un truc Oui. de zinzin. Et lui, en fait, il veut même pas nous prendre au téléphone parce que c'est visiblement pas quelqu'un de très courageux. Et en fait, je me demande comment est-ce qu'il pense que ça va finir parce que là, en fait, on est en train de se dire qu'on va limite demander des indemnités à Ouais, c'est Enedis. ça. C'est-à-dire que là, je vous cache pas qu'on va consulter un avocat qui, j'imagine, va nous dire c'est pas normal qu'après autant de temps que vous ayez les mensuels, vous soyez pas raccordés. Et ce qu'on va voir avec l'avocat, c'est notre pourcentage de chance de potentiellement obtenir des indemnités chez Enedis. C'est ça. Et si c'est le cas, je pense qu'on y va parce Ouais. que c'est 3 000 € de notre poche tous les mois. Et c'est pour ça qu'on fera le prérequis mercredi. Le prérequis, c'est faire un constat par huissier. C'est ça. Donc voilà, on vous tient au courant des Ouais, des avancées. évolutions. En fait, d'un autre côté, je me dis peut-être que ça va clôturer. En fait, j'espère juste qu'ils vont lâcher le bâton et qu'ils vont mettre ce putain de courant et qu'on n'en parle plus, en fait. Ouais. J'espère vraiment, en fait, que ça va se finir comme ça et qu'ils vont pas faire durer le truc. Parce que là, du coup, j'ai eu le chef des réclamations, enfin, le chef de service au niveau des réclamations, tellement que ce que je disais, ça avait l'air d'être des dingueries. Et du coup, il doit me rappeler lundi pour me dire ce qu'il en est. Et j'espère qu'en fait, on en reste là, en fait. Parce que tout le monde a l'air de... Tous ceux qui s'y connaissent un minimum avec Enedis et Enelec ont l'air de dire que c'est n'importe quoi, en fait. Oui, parce que jusqu'à maintenant, on va dire, je pense que jusqu'à ce qu'on finisse par péter les plombs il y a un peu moins d'un mois, tout le monde nous disait, bon, vous êtes vraiment en retard, c'est très long, mais entre guillemets, voilà, les gens ont l'habitude que chez Enedis, ça soit compliqué, que les dossiers soient pas simples, parce que par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, notre salle de sport est à côté d'une agence EDF, et bon, c'est une agence EDF qui s'occupe des raccordements photovoltaïques. Mais moi, je me suis dit, des gens de chez EDF, ils doivent savoir un peu comment fonctionne Enedis, donc la salle de sport hier matin, j'y suis allé un peu par curiosité, voilà, j'étais tapé à la porte, j'ai demandé si je pouvais leur poser 2-3 questions. J'ai un mec très sympa qui m'a pris une demi-heure dans son bureau pour discuter. Et j'aime bien parce qu'en fait, je suis pas leur client et les gars de Def, ils me devaient rien. Donc déjà, Ouais, big ça up me à fait eux, rire parce que visiblement. moi, je m'entraîne dehors pour l'Aerox et en fait, il y a toujours plein de mecs d'EDF. En fait, t'as l'impression qu'ils travaillent jamais, ils sont toujours en pause. C'est pour ça que ça me fait rire quand tu dis ça. Ouais, mais bon, bref, le Ok, gars était ça. pas obligé de me renseigner, mais il a été très sympa. Je lui ai raconté toute notre histoire et même lui ne comprenait pas où on en était. Il me disait que vu le temps perdu et forcément, vu les pertes de loyer et les pertes pécuniaires qu'on a sur cette opération à cause d'eux, on était tout à fait légitime à demander des indemnités parce que eux-mêmes le font sur leurs propres installations. Après, bon, eux, ils ont des chantiers à plusieurs millions d'euros parce que c'est du photovoltaïque et que forcément, quand vous êtes retardé par Enedis et que vous pouvez pas produire plusieurs mégawatts d'électricité, ça chiffre vite. Mais voilà, en gros, il me disait aussi que c'était complètement n'importe quoi. Donc, on est censé les voir cette semaine. On verra comment ça se passe. J'espère qu'ils viennent, surtout. On espère qu'ils viennent et qu'ils sont ouverts à la négociation parce qu'en fait, il y a un moment donné, faut que ça s'arrête. C'est-à-dire que surtout quand ils peuvent appuyer sur un bouton et que s'ils voulaient vraiment arrêter les choses, en fait, vendredi prochain, on serait raccordé et toute cette histoire serait derrière nous. Donc, on vous tiendra informé de comment ça évolue et des suites également qu'on donne là-dessus, que peut-être ça vous serve. Je pense que la morale qui est un peu à retenir de tout ça, c'est que quand vous avez comme ça des problèmes qui vous tombent dessus dans la vie, en fait, faut pas lâcher. Parce que certes, vous pouvez toujours vous rassurer, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que bon, la vérité, il y a plus grave dans la vie que c'est pas se voir raccorder son opération par Enedis. Mais en fait, des fois, un petit peu au hasard, honnêtement, on a essayé de comprendre avec Marie, on s'est posé des questions, on s'est remis un peu en question là-dessus. On se dit comment ça se fait que des choses comme ça là nous tombent dessus, alors que on essaie toujours de faire les choses avec une certaine droiture, toujours avec honnêteté. En fait, on n'est pas là pour arnaquer des gens, on n'est pas là pour. On essaye de vivre la tête haute et de faire toujours les choses qui nous paraissent le mieux et entre guillemets de respecter les gens avec qui on travaille et entre guillemets de mener un peu notre petite barque. Je veux dire, on n'a pas de prétention à devenir qui que ce soit. Je veux dire, on est juste en train de mener notre petite barque dans l'immobilier et d'essayer de faire notre petit patrimoine là-dessus. Et je comprends pas pourquoi en face on va tomber comme ça avec des gens qui vont juste essayer de nous niquer. Alors des fois on peut essayer de se trouver des excuses, de se dire ouais c'est parce qu'on est jeunes, ils sont pas appréciés ci, ils ont pas apprécié ça. Mais je sais pas, la vérité en fait quand vous êtes client quelque part, je vois pas l'intérêt de quelqu'un d'essayer de niquer son client. Surtout quand il y a pas, d'intérêt financier pour eux. C'est-à-dire qu'en fait c'est Enedis, c'est-à-dire que on les payera pas plus
que la solution technique qu'ils ont désignée. Donc entre guillemets, par exemple, on pourrait même imaginer que en fait c'est parce qu'ils nous auraient demandé, je sais pas moi, 3 000 € en Tu sais espèces que et qu'on aurait refusé. je me suis dit, c'est peut-être ça, en fait. La vérité, m'aurait demandé 3 000 € en espèces, je les aurais donnés, tu vois. Parce qu'en fait, on perd 1 000 € par semaine, donc faites le calcul. Si on perd juste encore 3 semaines de location, on repère, on repère 3 000 balles. Donc je ne comprends pas pourquoi ils s'acharnent comme ça sur nous. Et on vous tiendra au courant parce que de toute façon, on va se battre. Et que c'est toujours pareil. En fait, des fois en plus, quand ça nous arrive des trucs comme ça, la sensation de se faire un peu sous-estimer. Parce que autant il y a des moments où on peut se montrer patient et attendre et se dire, par exemple, jusqu'à maintenant avec Enedis, on baissait un peu la tête à chaque fois qu'on recevait des reports, à chaque fois qu'on recevait des non-conformités, on disait bon allez, on corrige le tir. Allez, c'est pas grave, on perd encore un mois, etc. On essaie de se rassurer là-dessus. Mais là, on est venu au point où, ok, ils nous ont déclaré la guerre, pas de souci, on dégaine huissier, on dégaine avocat, on secoue la terre entière pour essayer de trouver quelqu'un qui peut nous aider là-dessus. On contacte le service contention, on va faire le maximum de bruit, on va probablement leur demander des indemnités, tant pis. Honnêtement, malgré qu'on ait perdu un an, cette semaine, quand elle m'a eu au téléphone, au lieu de m'inventer des choses fallacieuses pour essayer d'expliquer pourquoi notre chantier en était là, elle m'aurait dit écoutez, on s'est trompé, on vous raccorde demain. Je pense qu'on l'aurait laissé tomber. Mais là, honnêtement, c'est allé trop loin. Ouais. Et en fait, tu vois, ce que tu disais, c'est ce qu'on est jeune. Quand on avait 23 ans, je pouvais comprendre. Mais là, maintenant, on en a 28 cette année. Je comprends pas, en fait. On est normalement du même acabit, on est tous adultes, normalement, on a tous travaillé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas enfin, pourquoi est-ce qu'on n'est pas pris au sérieux? Est-ce que c'est vraiment l'âge, du coup? Parce que cette histoire, enfin, le problème d'ego, de communication, etc., en fait, on l'a déjà rencontré, pardon, quand on a eu l'arrêté d'insalubrité. C'était exactement la même chose. On avait quelqu'un en face qui avait un ego surdimensionné et qui avait un peu trop de délégation pour être chiant. Et du coup, bah, en fait, visiblement, ça avait l'air de les contenter de bloquer la situation, d'avoir un petit peu de pouvoir. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que on a des problèmes de façade sur un de nos locaux commerciaux, pardon. Un de nos locaux commerciaux. Je ne sais même plus parler. Soit un local commercial, Soit soit un de nos locaux commerciaux. Voilà, comme il dit Julien. Et en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est des gens qui nous font chier pour des couleurs de vis, pour un bout de bois sur la façade. C'est les mêmes, en fait. Ils gèrent des centrales nucléaires. Ils ont l'air de gérer des choses importantes parce que je pense qu'ils n'ont pas grand-chose dans leur vie. Et en fait, c'est un peu ce goût amer en fait, on se retrouve toujours dans la même situation, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si tu le vois comme ça, mais... Si, moi aussi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, et je me dis, des fois, je me pose des questions, je me dis, est-ce que c'est l'être humain qui a volonté de toujours vouloir niquer l'autre, ou est-ce que particulièrement en France, l'état social du pays est dégradé à un point où quand quelqu'un peut essayer de te causer du tort, il le fait avec plaisir, sans avoir rien à gagner en France? Eh ben franchement, je sais pas. En face, je veux dire. Je sais pas, parce que des fois, la vie, elle vous met un peu sur des épreuves et enfin, je me dis, il faut toujours en tirer une leçon. Tu vois, il y a un truc, c'est pour ça qu'elle vous met à l'épreuve. Bah là, je sais pas, en fait. Je vous avoue que la conclusion des 2 dernières années, des problèmes qu'on a eu dans l'IMO, pour moi, c'est juste, en fait, faut se barrer de France, tu vois. Ouais, et en fait, là, ça réappuie encore qu'en fait, il faut pas refaire des choses en France, que l'administration, en fait, c'est trop. Parce que, en fait, je comprends bien que aussi de leur côté, ils ont énormément de cases, de normes, etc. Je vois bien que c'est pénible, tu vois. Et en fait, vraiment, j'arrive pas à avoir d'autres conclusions que celle-là, que, en fait, peut-être c'est temps de se barrer, en fait, tout simplement. Je sais pas, tu vois, parce que la vérité, c'est toujours pareil, t'as le sujet de l'investissement immobilier, t'as ceux qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas investir dans l'immobilier, qui ne veulent pas le faire, qui peuvent te dire, ah ben voilà, c'est parce que l'immobilier, c'est que des problèmes, etc. La vérité, c'est qu'on a beaucoup de gens autour de nous qui sont entrepreneurs dans des domaines qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, qui ont des problèmes pas identiques aux nôtres forcément, mais similaires, Ouais, on retrouve ouais. ces similitudes-là. Et pour moi, l'immobilier aujourd'hui, ça reste toujours, je veux dire, la solution la plus simple, la petite porte de l'entrepreneuriat, le moyen le plus facile de quitter la rat race, de quitter son taf. Le business model est bon, tu vois. On a l'impression que à partir du moment quand tu atteins un certain niveau, parce que forcément ça se sait, ceux d'Enedis, ils voient bien qu'on fait 9 appartements, qu'on n'en fait pas un. Je pense que si on en faisait qu'un, il nous ferait beaucoup moins chier. J'ai la sensation que c'est parce qu'on en fait 9, parce qu'en fait à un moment donné, on atteint un certain niveau que n'atteindront jamais, que du coup derrière ils essaient de nous niquer. Et pareil pour l'autre problématique qu'on a eu avec l'état d'insalubrité, on sentait bien que ils voyaient qu'en fait l'appartement ça faisait plusieurs années qu'on l'avait, donc on serait certainement qu'on avait de l'argent, qu'on avait bénéficié des loyers ou qu'on avait remboursé un prêt. En fait, c'était transparent dans les phrases et les mots qui étaient employés par la personne qu'on avait en face, alors que bon, c'est vrai que pour le coup, quand on a fait nos premières opérations, qu'on a vraiment démarré, on n'a jamais été trop embêté, et même quand des fois, on a eu, je me souviens que sur nos premières opérations, des fois aussi, on a eu affaire à des mairies ou des trucs comme ça, on a l'impression qu'ils étaient moins
vindicatif, alors que pourtant on le cache. C'est-à-dire que je vous cache pas que dès qu'on par exemple Enedis, on leur a jamais parlé qu'on faisait de l'immobilier ailleurs. Pareil, la fameuse mairie qui nous embête pour une façade, on lui dit surtout pas qu'on fait de l'immobilier ailleurs. Mais malgré ça, je sais pas, on a l'impression qu'il y a une volonté de nous nuire, alors qu'encore une fois, on fait les choses dans les règles et que il y a aucun moment on s'est dit ouais c'est bon, on va niquer la mairie, on va niquer Enedis. Je veux dire, on se dit bon bah voilà, c'est comme ça, on met le casque, on laisse le bombardement passer au-dessus de nos têtes, et malgré ça, au bout d'un moment, ça suffit pas, quoi. C'est ça. Donc écoutez, on vous tient au courant parce que de toute manière, je dois avoir des nouvelles d'Enedis lundi matin. On y va mercredi. L'huissier doit être là aussi Vous le verrez en direct sur Instagram, je pense, si vous suivez le compte. Sur la Flouserie, si jamais vous voulez aller nous suivre. Et après, il y aura l'avocate dans la semaine aussi pour savoir un petit peu les conséquences. On se dit d'un autre côté, écoute, tu sais quoi, faut prendre ce qu'il y a à prendre. Au moins on le saura pour la prochaine fois, pour nos élèves, si jamais ils sont confrontés à Enedis, on sera là. Vous inquiétez pas, maintenant on sait comment ça se passe. C'est vrai que pour le coup maintenant... C'est ce qu'il faut rentabiliser à chaque fois. L'arrêté d'insalubrité, c'est la même chose. On a pris des avocats, il y a plein de trucs, on a poussé on l'a poussé tellement loin. C'est-à-dire que c'est vrai que par exemple, il y a 5 minutes, Marie, elle est un petit peu négative. Elle dit, ouais, je sais pas si on doit se barrer de France, etc. C'est vrai que des fois, en fait, on même si ça a été dans la douleur, on a une telle expertise sur des domaines dont on voulait même pas d'expertise particulière là-dedans, qu'en fait, on se dit, en fait, c'est con de pas continuer à le pousser, parce que c'est vrai que maintenant, si demain, on doit refaire un chantier, même si on doit créer 15 logements et qu'on doit passer par Enedis, en fait, maintenant qu'on a exactement le process, c'est-à-dire qu'il faut se rendre sur place avec le chargé de projet, il faut lui demander qu'il vous rende un rapport écrit de l'intégralité des normes, qu'il va vous demander des choses qui vont être vues avec lui. Dès que toutes ces choses-là sont faites, vous devez refaire un rendez-vous avec lui, avec votre électricien. Il doit les valider. Vous devez lui laisser en gros une cartouche, c'est-à-dire ok, bon là tu viens valider ce qu'on a fait. Si jamais il manque des choses, tu nous le dis maintenant et après on n'y revient plus. Et c'est vrai qu'en faisant ça, au lieu qu'on mette 1 an à être accordé par Enedis, on met 3 mois. Le problème, c'est que, quand je dis 3 mois, c'est après la phase de conception. Je pense que très sincèrement, avec Enedis, c'est impossible de faire moins que 6 mois. 6 à 9 mois, mon avis. Ouais, je pense. Mais voilà, je pense que nous, les 1 an qu'on vient de perdre sur le moment où les travaux sont finis, qu'on attend simplement d'être accordé, je pense que ça aurait pu durer 3 mois si on l'avait juré différemment. Donc, on a appris dans la douleur. Et c'est vrai que finalement, on se retrouve à chaque fois avec une expertise sur des domaines que, très sincèrement, moi, Enedis, je pensais pas qu'il fallait besoin de presque bosser chez eux pour être capable de faire accorder des appartements, parce qu'en soi, vous êtes un client, quoi. Hier, tu regardais des trucs sur les normes et tout, tu m'as dit, ça, je me suis pas les normes, je sais pas quoi, mais je me suis pas luché la NFC 1400, tu vois, genre... Ouais. Et j'étais en train de regarder, ok, d'accord, quel type de... Tu sais, je regarde en même temps sur Internet où est-ce qu'on achète les matériaux qu'ils demandent pour être conforme, je me renseigne chez des gens qui s'y connaissent pour leur demander leur avis, etc. Et sincèrement, à la base... Bon, c'est bien de s'y connaître dans le bâtiment, c'est bien de maîtriser les travaux, mais franchement, j'aurais très bien vécu sans jamais connaître la norme NFC 1400. Je comprends même pas qu'on en soit à devoir apprendre ça pour faire un projet. Mais c'est vrai que de l'autre côté, on se dit, bon, maintenant qu'on l'a fait une fois dans la douleur, on est capable de le refaire avec moins de larmes, quoi. C'est vrai. Nous sommes déjà à 28 minutes, Julien. Ouais, c'était beaucoup trop long, mais bon, on avait besoin de parler avec Enedis et on pense que ça vous intéresse un petit peu parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut vous dire, c'est on veut vous remercier parce qu'en vrai, dès qu'on publie une story sur le sujet, etc., on a beaucoup de soutien à votre part. Ouais, vraiment. Même des fois des gens qui nous connaissent pas forcément, qui essayent de nous aider ou de nous filer des contacts, etc. Et ça, vraiment, c'est sympa à vous parce qu'entre guillemets, vous y êtes en aucun cas obligé, mais on voit qu'il y a quand même une sorte de solidarité. Donc en fait, on se dit que ce qu'on essaye de faire depuis maintenant plus de 2 ans, de un peu créer un aspect communauté en mode on est là pour s'aider, on est là pour avancer ensemble dans la même direction. Je pense la même ADN de jeunes, voilà, qui ont envie de sortir un peu les doigts du cul, d'avancer dans leur vie, d'investir, d'entreprendre, de réussir. Et quand malheureusement il y en a un qui est un peu sur le bord de la route parce que il vient de crever un de ses 4 pneus, je trouve que c'est quand même super agréable et rassurant de voir que finalement les autres sont là pour l'aider. Donc franchement, merci à vous pour votre soutien. Et écoutez, on va continuer. Après, c'est toujours pareil. On peut vous paraître un peu négatif là dans cet épisode. La vérité, c'est qu'on se connaît avec Marie. En fait, quand tout ça sera derrière nous, on s'en rappellera même. On n'a jamais été, ouais, c'est ça. On n'a jamais été des gens particulièrement, comment on dit déjà, rancuniers. Du coup, même quand il y a eu l'état d'insalubrité, on vous en parlait il y a quelques mois. D'ailleurs, la vidéo YouTube n'est jamais sortie sur cette histoire. Ça arrive. Je cherche un monteur. Ouais, c'est ça. On cherche un monteur actuellement. Et bref, c'est un autre sujet. Et en fait, simplement. Quand des choses nous arrivent, sur le moment, des fois, on se dit « Ah putain, vas-y, c'est la dernière fois qu'on fait ça, etc. » Et puis après, on oublie.
Tu vois, c'est pas comme le mort dans un appartement. À l'époque, on l'a toujours dit que le moment, c'est le plus posé la question d'arrêter l'immobilier, parce qu'on avait eu un mort dans un appartement. Finalement, on n'a pas Pareil, arrêté. ouais. On a continué. On n'a Janvier, aucun regret d'avoir continué. janvier 2024, je sais pas si tu te rappelles, on a passé un mois de janvier. Non, 22. Janvier 22. Non, le 24. Pourquoi 24, on a eu tout un immeuble où en fait il y avait plus de locataires. On avait des cafards dans l'un, l'autre qui était saccagé, le troisième où on n'arrivait pas à louer. On a fait 10 000 euros de travaux dans la cage d'escalier dans un des appartes. Où on s'est dit putain, va falloir faire l'apport pour les 9 appartes. Au bout d'un moment, c'est des périodes qui sont pas simples. Et maintenant, en fait, je t'en parle, Julien, il s'en rappelle même plus. Ouais, En plus, t'étais malade à ce moment-là. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais bien malade. Ouais. T'étais pas très bien. Et en fait, c'est des périodes où on oublie après, une fois que c'est passé, bon, en fait, il faut passer à autre chose. Mais c'est vrai que là, les 10, bon, c'est vraiment un gros problème en 2025 et j'espère qu'on touche le bout en vrai. Ouais, j'espère qu'on touche le bout. Finalement, on a même fait on s'est même assis sur les parties financières en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, forcément, vous le disiez, sinon vous devenez fou, je pense. On perd 1000 euros même plus de 1000 euros par semaine sur ce projet où il y a 9 appartements qui sont pas loués. Bon, on a fait une croix dessus, c'est pas grave, on les récupérera jamais, ça fait partie de la vie. J'aurais pu mettre 40 000 balles sur une sombre crypto et les perdre. Non, ne faites jamais ça. Mais bref, voilà. À un moment donné, il faut accepter de perdre de l'argent pour en gagner plus. Et en fait, on sait qu'on rebondit. Mais c'est vrai que il y a une sensation de difficulté qui s'ajoute un petit peu à tout ça, où j'espère en tout cas que quand vous partagez ce genre d'histoire, ça vous permet vous d'avancer, de vous rassurer et de pas lâcher, parce qu'en réalité, c'est con de lâcher dans la vie. Quand vous lâchez quelque chose dans la vie, en fait, vous avez toujours des regrets derrière. Donc, il faut toujours aller au bout. On va finir par s'en sortir et trouver le fin mot de tout ça. Juste, en fait, ce qui est frustrant pour nous, c'est de pas savoir quand ça va s'arrêter, tu vois. On est là, on sait pas si finalement ça sera accordé peut-être dans 15 jours ou alors dans 3 mois, quoi. Donc, écoutez, de toute façon, on vous tient au courant de tout ça. Ouais. Même si l'épisode est un peu long, continue, parce qu'on avait d'autres sujets à voir. Ouais. Et surtout qu'en plus, jeudi, on pourra pas en parler parce qu'on a un invité on a un épisode, avec un invité. Tu voulais éviter à parler de Ragnar le Breton et la justice en France. Ça devait être celui de la semaine dernière pour ceux qu'on suivi. Déjà, on avait déjà trop parlé, donc... je pense que vous avez dû suivre, vous avez dû voir cette histoire. Ragnar le Breton, il a écopé d'un enferme pour s'être bagarré sur un parking. Et je trouvais intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment à l'image de la justice de ce pays dont on vous parle des fois dans les épisodes où, voilà, il y a une bagarre. Alors bon, c'est jamais une bonne chose de se bagarrer, peu importe la raison. Mais si vous voulez, c'est une personnalité connue, Ragnar le Breton. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'apprécie pas spécialement. J'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas son contenu, je le regarde pas. Mais forcément, comme c'est un truc un peu d'actualité, je regarde un peu ce qui se dit, je regarde les différentes versions. Et personnellement, alors même que je suis quelqu'un qui n'apprécie pas le personnage, j'adhère plutôt à sa vision parce que c'est ce qui me paraît le plus cohérent, le plus réaliste quand tu sais un peu comment ça se passe dans les faits. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé pour résumer rapidement les faits? Il s'est embrouillé avec un gars, il a tenu un peu tête. Après, honnêtement, je crois pas que c'est un bagarreur. Tout le monde lui décrit, voilà, comme quelqu'un qui se bagarre, etc. À la réalité, il fait des vidéos avec GMK, avec Inoxtag. Il fait partie des gens aujourd'hui les plus connus et les plus hype un peu de la sphère des influenceurs français. Si vous voulez, quand vous faites ça, vous faites super attention à ce que vous faites. Et ça, c'est du fait que, par exemple, aujourd'hui, on a un environnement de gens à un autre niveau qui sont eux aussi influenceurs dans leur domaine. On voit bien que, en fait, quand ton business dépend de ton image, tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention à ce que tu fais, tu joues pas au con. Et par exemple, l'histoire, ça serait qui se serait bagarré en boîte de nuit, par exemple, on aurait encore pu dire, il était bourré, il était con, tu vois. Là, ça arrivait visiblement un matin à 9h sur un parking. Il y a aucune chance qu'un mec connu à 9h un matin sur un parking se bagarre volontairement, en fait. Enfin, je veux dire, visiblement, à 9h le matin, ça m'étonnerait qu'il soit drogué. Il avait visiblement pas l'air bourré, sinon ça serait ressorti dans la presse. L'autre a dû dire un truc qui était inacceptable, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Non, je pense sincèrement qu'il s'est plutôt senti menacé, qu'à un moment donné, les hostilités se sont lancées, et qu'il a répondu, et qu'entre guillemets, il a gagné la bagarre. Et c'est là que tu vois que la justice française, au lieu de dire, visiblement, vous avez été cons tous les deux, et ça se fait pas. En fait, elle est là en mode, en fait, tu t'es bagarré, tiens, prends un enferme. Sachant qu'en plus, forcément, l'autre a eu 20 jours d'ITT. Donc forcément, 20 jours d'ITT, vous imaginez le mec complètement massacré et que vous dites que Ragnar le Breton s'est acharné sur lui. Alors qu'en réalité, non, c'est visiblement qu'il s'est tordu le genou. Et ça aussi, c'est l'arnaque. Je pense que c'est la plus grosse des arnaques d'un peu tous les délits autour des violences aux personnes. C'est qu'en fait, les ITT, quand c'est déterminé par un médecin, ce qui est une ITT, c'est une incapacité temporaire de travail. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler. Ça ne tient pas compte de la réalité de vos blessures. Dans le sens que vous avez trébuché,
vous vous êtes pété la cheville ou pété le genou, vous pouvez prendre 40 jours d'ITT parce que, naturellement, si vous avez le genou pété, vous pouvez pas travailler pendant 40 jours. Maintenant, vous avez la tête complètement détruite, vous avez perdu des dents, vous avez des ecchymoses de fou, vous allez peut-être prendre que 5 ou 10 jours d'ITT. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a des médecins qui se sont fait agresser, on n'en parle plus trop, mais c'était il y a un an à peu près. Il y avait des médecins qui s'étaient fait agresser par des patients. Les médecins, ils avaient montré des photos de leur visage, ils étaient complètement massacrés. Ils avaient même pas pris 10 jours d'ITT. Ouais, c'est fou ça. Donc c'est pour ça que moi-même les ITT aujourd'hui je m'y fie plus, et aujourd'hui on se retrouve en plus dans une justice où ils balancent tout sur internet pour essayer en plus de noircir l'image d'un mec, forcément il est connu, et bien évidemment on vous donne pas la totalité des faits, quoi. Après, tu vois, moi, ça me conforte dans l'idée qu'en fait, en France, il vaut mieux éviter d'avoir affaire à la justice d'une manière générale, tu vois. J'ai l'impression que personne n'en est jamais trop satisfait. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui regardent un peu des vidéos de true crime, c'est-à-dire toi tu connais pas parce que ils trouvent que c'est débile. En gros, c'est des youtubeurs qui racontent des affaires qui se sont passées, de meurtres, de trucs comme ça. Marie adore ça. Ouais, moi je regarde tout le temps. Et en fait, il y a quand même un truc qui ressort, c'est que la justice française est jamais favorable. Alors, je dirais pas envers les victimes, mais c'est qu'en fait, il y a jamais trop de justice. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, il y a plein d'erreurs. Au final, les victimes sont jamais soit indemnisées, soit, le mec est pas assez puni. Et du coup, moi, je me dis en fait, dans ce pays, il vaut mieux éviter à tout prix d'avoir recours à la justice, et surtout par exemple du coup lui il s'est battu, en fait pour moi il aurait dû réfléchir un petit peu et éviter à balle la bagarre, tu vois. Non, mais ça on est d'accord là-dessus, mais tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant, mais moi, j'en tire une autre conclusion. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'en fait, la justice française, elle a aucune échelle des peines, et c'est ça que je lui reproche. Parce qu'en soi, moi, une justice, je lui demande ni d'être du côté des victimes, ni d'être du côté des agresseurs. En fait, ce que je demande à la justice, c'est d'être juste, et quand justement on dit qu'elle ne l'est pas, c'est que dans tes affaires de crime, ce qui choque la plupart du temps, c'est que vous prenez un mec, je sais pas moi, qui a commis des viols ou qui a commis des meurtres, je sais pas, il est relâché au bout de 5 ans, alors que là, on a un mec qui s'est bagarré, visiblement sans doute une bagarre au double tort, et tant pis, c'est lui qui a gagné. En fait, il prend un enferme. Donc si vous voulez, entre se bagarrer avec un mec qui trébuche, il se fait mal au genou, et violer ou tuer quelqu'un, je veux dire, c'est deux mondes différents. C'est-à-dire qu'en gros, l'échelle des peines, elle devrait pas, la différence d'années de prison que vous avez, elle devrait pas être sur une main, quoi. C'est-à-dire qu'en soi, Ragnar Le Breton, pour moi, il aurait dû prendre du sursis, quitte à lui mettre du sursis sévère, hein. Tu vois, vous lui mettez 3 ans ferme avec sursis. C'est aussi le principe du sursis, tu vois. Je veux dire, le sursis, c'est la gravité des faits. Je veux dire, en fait, il a pas agressé quelqu'un pour le racketter, il a pas agressé quelqu'un pour lui tirer son téléphone, ou il s'est pas acharné. C'est pas un règlement de compte de violence conjugale, ou j'en sais rien. C'est une bagarre de rue, certes, qui aurait dû être empêchée, qui n'aurait pas dû se produire. Mais voilà, t'as fait une connerie. Ok, on te colle du sursis. Allez, boum, tu recommences, tu prendras 3 enfermes, plutôt que lui mettre un enferme tout de suite. Par contre, je suis désolé, mais n'importe qui viole ou qui tue, en fait, il a pas droit à une deuxième chance. C'est 20 ans de prison minimum, en fait. Mais pourquoi on en est là? C'est qu'on est dans une justice où forcément, dans tes affaires qui sont des fois un peu sordides et un peu complexes, des fois j'écoute d'une oreille quand même. Quand Marie les écoute, c'est que la plupart du temps, comme c'est très complexe, la justice, elle galère dessus. Ouais, en fait, je pense qu'il y a des problèmes de moyens. Exact. Alors que Ragnar Le Breton, en fait, c'est facile. Il s'est rendu lui-même au commissariat pour donner sa version. Donc, en fait, il y a limite pas besoin de juge d'instruction. Même si dans la procédure, il intervient. Vous passez directement en correctionnel, et ça fait une affaire résolue. Et un mec condamné dans les stats. Ouais. Et ça, on aime. Enfin bon. Est-ce que tu veux faire un dernier point sur la psychologie des foules? Ouais. Je pense que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier sujet. On avait des questions d'abonnés, mais on les fera la prochaine fois. La psychologie des foules, j'en ai parlé avec les élèves qu'on accompagne, parce que chaque mois, je leur fais une webconférence un peu sur un sujet un peu théorique, et ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. J'en ai déjà parlé de temps en temps dans ce podcast. C'est pour ça que je me disais que c'était l'occasion d'en reparler aujourd'hui. C'est que vraiment, quand vous investissez sur les marchés, il faut, grosso modo, souvent être à l'inverse de ce qui se fait. Alors, ça veut pas dire que, grosso modo, le marché monte, vous vendez, et le marché baisse, vous achetez, hein. Faut pas être aussi bête que ça. Mais
pour le coup, vous devez vraiment toujours vous couper du bruit. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne toujours, que vous soyez en crypto, que vous soyez en bourse ou même en immobilier. En réalité, la psychologie des foules s'applique toujours. Pour prendre peut-être le cas de l'immobilier, vous voyez peut-être moins ce que je veux dire là-dedans. C'est que grosso modo, depuis, on va dire, 2 ans et demi, on est dans ce que les spécialistes appellent un marché baissier, où l'immobilier baisse, où les taux sont plus hauts, etc. En réalité, moi le premier, quand les taux ont commencé à monter de manière sensible, fin 2022, j'avais fait les calculs avec Marie, j'avais dit putain, t'imagines, avant d'emprunter à 1%, on arrive à faire du cash flow. Regarde, si on emprunte à 4, c'est quasiment quasiment possible de faire du cash flow sur des opérations. Et même moi à l'époque, j'ai remis un peu en question notre stratégie. Je me suis dit mais merde, on fait du locatif pour avoir du cash flow. Maintenant, si les taux sont à 4 voire plus, je sais pas comment on va faire. Et la réalité, c'est que avec le recul 2 ans et demi après, on a fait le bon choix, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire bon mais vas-y on n'investit plus, on attend que le marché se calme et que les taux rebaissent, on a dit tant pis, on va continuer à investir, on sera encore plus sévère dans la sélection de nos biens pour essayer d'avoir les plus gros cash flows possibles. Et aujourd'hui, honnêtement, même à 4%, je vous trouve des opérations avec du cash flow quoi. Donc tout ça pour vous dire quoi, que quand la foule en fait s'inquiète et se dit ah ben non c'est plus le moment d'aller sur l'immobilier parce que l'immobilier baisse, les taux sont trop, etc. En fait c'est dans ces moments-là que vous allez encore faire des meilleures affaires que quand les taux étaient à 1% comme en 2020 ou en 2021 où tout le monde se précipitait où tout le monde se précipitait sur les annonces immobilières et qu'au fait les vendeurs étaient en position de force. Aujourd'hui, on revient dans un marché où c'est les acquéreurs qui sont en position de force et donc ça vous permet de négocier beaucoup plus. Et je terminerai avec ça parce que sinon on pourra en parler pendant 1 heure. Pour refaire un parallèle rapidement en bourse ou en crypto, c'est un petit peu la même idée. C'est que quand vous avez des convictions long terme qui sont fortes, quand il y a des moments où ça respire sur les marchés, comme par exemple les tarifs douaniers, c'est souvent des moments intéressants pour reprendre des positions quand, entre guillemets, tout le monde se dit « Oh mon Dieu, on va changer de monde, vous vous rendez compte, mais les États-Unis font des droits de douane, les marchés ils seront plus bactères, etc. » Certes, en position court terme et moyen terme, c'est souvent pas les bons moments. Si vous êtes là en mode vas-y, je veux récupérer du cash pour la fin d'année, tenez-vous à l'écart du marché parce que ça peut secouer pas mal. Maintenant, quand vous avez des convictions long terme sur des ETF, etc., et que vous vous dites bon, mais de toute façon, ce que mes ETF Nasdaq ou mes Bitcoins que j'achète maintenant, je compte les détenir pendant 10 ans. Ouais, ils vont En varier, fait, au donc contraire, ouais. vaut mieux les acheter quand ils sont quand ils ont baissé de 20 ou 30% que de les acheter quand ils sont plus hauts. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Et c'est pas ultra intuitif, mais Non, justement, c'est faire un peu, en fait, c'est faire le contraire de la foule. Mais encore une fois, ça demande du recul parce que c'est faire le contraire de la foule, mais dans une stratégie long terme. Tu peux pas te dire, vas-y, je fais le contraire de la foule juste par esprit de contradiction. Ça marchera pas. Sinon, ce serait trop facile. Si quand la foule te dit, on achète, tu vends, Oui, c'est débile. Tu gagneras pas d'argent en faisant ça. Non, c'est plutôt dans une stratégie long terme, toujours parce que le temps est votre ami dans l'investissement, où tu te dis, ok, là maintenant tout le monde s'inquiète et en fait les gens s'inquiètent toujours avec de manière court-termiste, parce que en fait dans le sensationnalisme, c'est toujours plus vendeur de dire attention, oh mon Dieu, vous vous rendez pas compte, mais la France, le marché immobilier, il est surcoté, on est à l'aube d'une crise immobilière sans précédent. Ça, on l'entend depuis 15 ans, ce truc-là. Mais surtout que ça n'a aucune cohérence, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à faire 10% de renta sur les prix actuels, sur les loyers. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a une crise immobilière, les loyers vont pas baisser, tu vois. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui soient capables de dire que le marché immobilier français pourrait baisser de 50%. C'est-à-dire que s'il baisse de 50%, en fait, on fait plus de 10% de renta sur nos biens, on fait 20%, tu vois. Bon, y a pas de souci, hein, je suis ok pour faire 20% ça veut dire que grosso modo à 20% de renta, votre mensualité d'emprunt c'est 25% de vos loyers. Bon, y a pas de souci, hein, moi ce monde-là, je le veux bien, mais la réalité c'est que ça n'arrivera jamais. Ouais, ça aurait été beau, mais non. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. On vous invite à y réfléchir. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode du lundi, parce qu'on est déjà à 43 minutes. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à monter dans l'algorithme, à nous rejoindre sur Instagram, Quitte le Boomer Dream et la Flouserie. Et on se retrouve jeudi pour un épisode avec un invité et je pense que ça va vous plaire. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao.